Allô et bienvenue à ma chaîne Histoire mystérieuse. Mon nom est Rachel La Douceur et j'aimerais raconter une histoire mystérieuse sur les meurtres au Québec. Le Gatinois accusé de meurtre connaissait la victime. Un Gatinois de 38 ans est accusé de meurtre au deuxième degré et d'incendie criminel en lien avec le décès de Diane Lahaye. Après 4 semaines d'enquête, la police de Gatineau a frappé à la porte du présumé meurtrier Patrick Dussault mercredi. Il a comparu hier au palais de justice de Gatineau pour rejoindre à 2 chefs d'accusation, un de meurtre au deuxième degré et un incendie criminel. Diane Lahaye, cette femme de 64 ans, retrouvée sans vie le 27 juillet dernier dans sa résidence incendiée du 14 rue de Gaspé à Gatineau, aurait été tuée 2 jours plus tôt par le présumé meurtrier qui avait effectué des travaux de rénovation chez elle. Mercredi, peu après 14 heures, le groupe d'intervention et l'unité canine du service de police de la ville de Gatineau, SPVG, ont fait éruption au 12 rue Trottier pour y arrêter Patrick Dussault, 38 ans. Ce dernier, longtemps considéré comme une personne d'intérêt, n'a pas résisté à son arrestation. Un résident du secteur a confié avoir aperçu les policiers surveiller les environs ces derniers jours. Ça spotait pas mal, a dit l'homme, qui a demandé à ne pas être identifié. Ce n'étaient pas des autos de police identifiées, mais je me doutais bien qu'une personne était sous surveillance dans le coin. Selon toute vraisemblance, Patrick Dussault aurait incendié la résidence de sa victime 2 jours après le meurtre. Les documents de la Cour mentionnent que l'accusation de meurtre au deuxième degré est reliée au 25 juillet et l'incendie criminel au 27 juillet. Selon les policiers, le suspect avait été engagé par la victime pour effectuer des travaux à sa résidence. Le profil Facebook de M. Dussault indique qu'il est à l'emploi de Rona et qu'il travaille aussi comme tatoueur. Toutefois, le propriétaire du Rona, du boulevard La Vérandrie, Martin Lacasse, a confirmé que M. Dussault n'était plus à l'emploi du Rona depuis le mois de juillet. Pour le moment, on ne peut donner des détails sur le mobile du crime, a affirmé le porte-parole du SPVG, Pierre Lantier. Il n'est pas impossible, selon le SPVG, que l'incendie constitue une tentative de camoufler le premier crime. Certaines preuves et éléments d'analyse ne sont pas encore complétés en laboratoire, explique l'agent Lantier. Le jour de l'incendie, des témoins ont aperçu un homme quitter le quartier à bord d'une voiture ressemblée à celle de la victime. Le même soir du 27 juillet, la voiture de Mme Lahaye, une Pontiac Sunfire, a été retrouvée dans le stationnement commercial situé à l'intersection de la rue Davidson et de la Montée-Paiement à 5 km du lieu du crime. Mercredi, la police de Gatineau a confirmé que Mme Lahaye a été assassinée à l'aide d'un objet tranchant. La police de Gatineau a confirmé que le suspect possédait des antécédents criminels, mais pas en semblable matière. Des documents de la Cour provenant des palais de justice de Montréal, Québec, Laval et Saint-Jérôme démontrent un passé d'introduction par infraction, de bris de probation, de vol qualifié de recel de moins de 5 000, de possession d'outils de cambriolage, de trafic de stupéfiants et de vol remonté à plus de 15 ans. Les chanceux qui ont une job. Des voisins de suspects ont affirmé que celui-ci avait aménagé dans le quartier en avril dernier. Sa conjointe, aussi interpellée mercredi par la police de Gatineau, n'est pas impliquée dans cette affaire, confirmement les autorités. Il plaide coupable du meurtre d'une adolescente de l'Outaouais 19 ans plus tard. La vérité a enfin été dite 19 ans après le meurtre crapuleux de Rosiana Poukachiche, une adolescente du Lac-Rapide en Outaouais. Mercredi à 24 heures de la formation du jury qui devait entendre sa cause et du début de son procès, l'assassin a plaidé coupable du meurtre avec préméditation. L'extrême violence de la scène
décrite par la procureure de la Couronne au palais de justice de Gatineau, a fait pleurer les proches de cette pauvre adolescente. C'était la nuit du 8 au 9 octobre 2000, pendant la longue fin de semaine de l'Action de grâce. C'était soir de fête pour les jeunes de cette petite communauté algonquine, située au nord de l'Outaouais, dans le parc de la Vérandrie. L'alcool avait coulé à flot et le party avait duré jusqu'au petit matin. Rosiana a été vue vivante pour la dernière fois à 3h30 le matin, 9 octobre 2000. Elle a passé un peu de temps avec sa meilleure amie après la fête, puis elle est revenue chez elle, où elle a été tuée. Le matin du 9 octobre, l'horreur était inévitable pour le père de la victime, Albert Poukachiche. Comme toujours, le père est descendu au sous-sol pour réveiller sa fille. En ouvrant la porte, il a vu le corps de l'adolescente, moitié nue, la tête couverte de sang, sur son matelas placé au sol de sa chambre. Une bûche maculée de sang avait été abandonnée à côté du petit corps meurtri et agressé sexuellement. Rosiana avait 17 ans. Son meurtrier en avait 16. C'est pourquoi on ne peut identifier ce dernier, en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. Selon l'enquête, l'adolescent s'est immiscé chez sa victime la nuit et est descendu dans la chambre pour commettre l'irréparable. L'autopsie a révélé que l'agresseur a donné au moins 3 coups de bûche à la tête de sa victime. 2 jours après le crime, une lettre d'excuse adressée à la victime a été trouvée dans la chambre où Rosiana avait été tuée. Les rumeurs ont couru aux 4 coins de lac rapide. Le meurtre a divisé la communauté. La famille est restée sans réponse. Le jeune suspect avait pourtant été arrêté une première fois, mais la Sûreté du Québec a dû le relâcher faute de preuves. L'enquête a été suspendue dans les mois puis les années qui ont suivi. Elle est devenue ce qui est communément appelé un cold case. Les limites scientifiques à ce moment ont fait que l'enquête a cessé. La cause avait été suspendue. Mais les prélèvements biologiques avaient été retenus sur la scène du crime. L'histoire a commencé à reprendre ses droits 16 ans plus tard. Une poussée scientifique est survenue a poursuivi la procureure. Une découverte en 2016 a permis à un biologiste de tracer un profil d'ADN sur la bûche ayant servi au crime. Les 2 profils sur la bûche et cueillis auprès du suspect ont eu une correspondance. Le 7 juillet 2017, des agents et des enquêteurs et de la Sûreté du Québec se sont lancés aux trousses du sujet alors âgé de 33 ans. Ils ont trouvé ce dernier dans une pourvoirie au sud de Maniwaki. Il a brièvement tenté de s'échapper sans succès. Le détenu, aujourd'hui âgé de 35, n'a pas pris la parole mercredi. Il a gardé la tête baissée pendant que le tribunal résumait les faits avec l'aide d'interprètes en langue anglaise et algonquine. Avec regret et beaucoup de confusion que je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Le procès de Turcotte, choc et confession aux urgences. Guy Turcotte a tué ses 2 enfants, était intoxiqué et hospitalisé aux urgences de l'Hôtel Dieu de Saint-Jérôme l'après-midi du 21 février 2009. Guy Turcotte voulait qu'on le laisse mourir et disait avoir tué ses enfants pour leur éviter de souffrir la séparation. Mais il aurait aussi dit à une infirmière de passer un message à Isabelle Gaston, la mère des 2 enfants. Dis-lui que j'ai tué les 2 enfants pour la faire chier, pour enlever ce qu'elle avait de plus précieux. Ces éléments nouveaux que l'infirmière Chantal Duhamel a apportés mardi dans son témoignage en contre-interrogatoire, Mme Duhamel a admis qu'elle n'avait jamais parlé à la police de la portion concernant Isabelle Gaston. Dans ses 2 déclarations après le drame en 2009, ni lors de son témoignage au premier procès de M. Turcotte en 2011. Le meurtre de Valérie Leblanc.
5 ans après le meurtre sordide de Valérie, derrière le cégep de l'Outaouais, me semble que c'était juste hier, son père de l'étudiante revise une information après l'autre pour qu'un jour, on mette la main sur le ou les meurtriers de sa fille. De son côté, la police de Gatineau dispose de certains détails qu'elle se garde de partager au public, espérant aussi qu'un jour, justice soit faite. Ils ont été critiqués et comparés à la Sûreté du Québec dans les heures suivant le meurtre incompréhensible de Valérie Leblanc, le 23 août 2011. Encore aujourd'hui, le service de police de la ville de Gatineau jure qu'il a la compétence pour enquêter sur ce meurtre qui a ébranlé toute une province en 2011. À l'époque, les enquêteurs ont commencé leur enquête avec 2 prises au marbre. Le SPVG dit avoir reçu 1500 informations provenant du public dans l'année suivant le meurtre. Nous en avons reçu un total de 2000, explique le sergent Jean-Paul Lemay du SPVG. Ça démontre l'intensité du moment. Dans la première année, on continue à recevoir de l'information et elle est traitée en priorité. Le sergent Lemay refuse toujours, 5 ans après les faits, de commencer des détails précis autres que ceux qui ont été révélés dans les heures suivant le crime. Dès le départ, pour le journaliste enquêteur Claude Paris, le SPVG a commencé avec 2 prises. Le 23 août, la scène a été sabotée et le corps a été manipulé, rappelle-t-il. Outrage à un cadavre. Le meurtre de Valérie Leblanc a été accompagné d'une affaire parallèle. En août 2011, dans les heures suivant le drame, 4 jeunes, dont des mineurs, ont été interrogés par le SPVG. Ces jeunes qui ont manipulé le cadavre et ont omis d'appeler la police sont sortis sans accusation, malgré le dépôt d'un dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales pour outrage à un cadavre et entrave au travail des policiers. Lundi, le procureur en chef pour l'Ouest du Québec, Maître Martin Côté, a indiqué que le rapport d'enquête incluait des déclarations démontrant un manque sérieux d'éléments sur la connaissance qu'il s'agissait de cadavres et que l'intention de commettre une infraction criminelle était absente pour prouver hors de toute doute raisonnable que les jeunes étaient coupables d'ouvrage et d'entrave. Le corps de la victime avait été manipulé et la police n'avait reçu l'appel d'urgence que vers 15h55, bien après que le meurtre se soit produit. Ce même groupe avait pourtant vu le corps brûler vers 13h. Il avait cru à une mise en scène d'une classe de technique policière du cégep dans le cadre d'une formation pratique. L'un d'eux s'est ravisé et a appelé la police. Selon les premières conclusions de la coroner Marie Pinault, le meurtre se serait produit entre 1h30 et 3h55, le 23 août 2011. Selon le rapport du coroner, Valérie Leblanc s'était rendue dans un boisé derrière le cégep, fréquenté par les étudiants, avec un ami. Vers 1h, l'ami en question quitta le boisé. Quelques 30 minutes plus tard, d'autres étudiants y retrouvèrent Madame Leblanc sans vie et firent un appel au 911 vers 15h55 à la recherche de réponses. Le père de Valérie, Sylvain Leblanc, continue d'espérer la médiatisation de ce drame même 5 ans après. L'effet est une bonne chose selon lui tant que le monde ne l'oublie pas. Valérie Leblanc aurait aujourd'hui 23 ans. Valérie aurait aujourd'hui 23 ans. À 18 ans, l'étudiante du cégep de l'Outaouais a été battue, mutilée, brûlée dans le boisé situé derrière le campus Gabriel-Roy. Le 23 août 2011, l'autopsie a révélé que la victime de meurtre avait subi traumatisme contondant à la tête. Le père de Valérie, Sylvain Leblanc, est certain que certains n'ont pas tout dit et ajoute que des gens ont été couverts dans cette histoire. Le père endeuillé continue d'espérer la médiatisation de ce drame. Même 5 ans après les faits est une bonne chose selon lui.
tant que le monde ne l'oublie pas. Le père prévoit se déplacer sur le terrain du cégep ce mardi à l'occasion du triste anniversaire. Le père se demande comment sa fille, ceinture noire de taekwondo, a pu être tuée de la sorte. Elle n'était pas battable. Elle n'était pas facile à mettre à terre. Bonne à se défendre. D'après moi, il y avait au moins 5 personnes. M. Leblanc dit avoir un regret aujourd'hui relativement à une déclaration qu'il a faite en 2012 lors du premier anniversaire du décès de sa fille. Il avait rapporté une confidence que sa fille lui aurait faite un an avant le décès, selon laquelle la jeune aurait prédit sa mort en affirmant qu'elle serait battue et brûlée. Elle avait déjà dit à son père qu'est-ce qui était pour arriver à elle avant ça. Elle savait qu'elle était pour se faire battre et brûler, cette petite fille-là, elle. Elle a su ça, sa mort, avant le temps. 5 ans plus tard, Sylvain Leblanc est d'avis qu'il n'aurait pas dû dire ça et que cette déclaration avait causé des problèmes. Le père n'a pas voulu préciser de quel type de problème il s'agissait. Site de rencontre. Il fait subir l'enfer à une femme de Gatineau. Une femme de Gatineau a vécu l'enfer pendant 3 jours après avoir rencontré un homme jaloux et violent sur un site de rencontre. L'individu de 42 ans qui a bien caché son passé à sa victime l'a séquestrée chez elle et lui a fait subir sa violence. Le service de police de la ville de Gatineau, SPVG, recherche d'autres éventuelles victimes de Colin David Robinson, 43 ans, de Brockville. Cet individu a déjà purgé une importante peine d'emprisonnement pour violence conjugale à Ottawa. Le SPVG a confirmé ce jeudi l'arrestation du quadragénaire pour séquestration, agression armée, voie de fait et menace de mort envers sa victime. La Gatinoise et le suspect se sont connus sur le site Plenty of Fish. La femme a invité l'homme chez elle dans le secteur de Hull. Ce dernier disait se nommer David Davidson, celui qui a déjà fait la manchette. Il y a un peu plus de 10 ans, cachait sa vraie identité. À la suite d'une première rencontre, explique l'agent André East du SPVG, Colin D. Robinson et la victime ont passé 3 jours ensemble à la fin du mois de juin. Il a alors séquestré par jalousie après avoir découvert qu'elle avait communiqué avec un ancien ami de cœur sur Facebook. Les 3 jours ont été cauchemardesques. Robinson aurait battu la femme, infligeant des blessures aux côtes, des ecchymoses et plusieurs lacérations. Il aurait aussi menacé de la tuer. La victime a enfin été secourue lorsque son frère s'est présenté chez elle. Le SPVG a retrouvé l'agresseur à son domicile de Brockville, au sud d'Ottawa. On craint qu'il puisse avoir fait d'autres victimes. Il aurait été actif sur le site Meet Me, sous les surnoms Big Red ou Magic Hands. Cet individu est connu de la police d'Ottawa. En 2009, alors âgé de 32 ans, il a été condamné à 4 ans de prison pour avoir battu sa conjointe avec un déboucheur de toilette, un train à rideau en métal et un bâton. Lors de l'audition de son dossier au palais de justice d'Ottawa, Colin David Robinson a été décrit comme étant un individu jaloux, contrôlant, ce dernier pouvant devenir enragé et violent lorsque sa conjointe regardait un homme trop longtemps à la télévision. Les faits rencontrés au palais de justice d'Ottawa remontent à 2006 et 2007. Les chefs imposés à l'époque sont semblables à ceux qui viennent d'être autorisés par le directeur des poursuites criminelles et pénales en Ottawa. Nous invitons les personnes qui auraient pu être victimes de M. Robinson ou de toute autre personne à porter plainte ou à demander de l'aide à des organismes spécialisés, a dit l'agent East du SPVG. Il peut parfois être difficile pour une victime de discuter d'une agression par peur d'être jugée, mais il importait de rappeler qu'il n'y a pas de honte à avoir été victime d'une personne violente à la suite d'une rencontre en ligne ou toute autre situation. Appelle la police.
Affaire Robert Latimer. Le meurtre par compassion d'un père qui a bouleversé le pays. Le 16 novembre 1994, à Battleford, en Saskatchewan, Robert Latimer est reconnu coupable de meurtre sans préméditation de sa fille de 12 ans, lourdement handicapée, Tracy Latimer. Il y a 25 ans, Robert Latimer, un fermier de la Saskatchewan, est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans pour avoir tué sa fille lourdement handicapée, Tracy Latimer. Retour en archives sur cette histoire qui a animé les débats. Voici le dénouement d'une histoire tragique délicate. Le 16 novembre 1994, à Battleford, en Saskatchewan, l'homme est reconnu coupable de meurtre sans préméditation de sa fille de 12 ans, gravement handicapée depuis sa naissance. Le journaliste Eugénie Francoeur présente au téléjournal. Tracy Latimer, une vie de souffrance. Robert Latimer a toujours plaidé à avoir enlevé la vie à sa fille pour la soulager de ses douleurs. Tracy Latimer est atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Elle ne peut ni parler ni se déplacer. Elle ne mange pas seule et est confinée à un lit ou à un fauteuil. Elle fait souvent des crises en raison de ses douleurs. La fillette a déjà subi une opération du dos. On lui a installé des tiges de métal afin de redresser sa colonne vertébrale. L'intervention a duré 8 heures. Il faudra 1 an à l'enfant pour récupérer. Tracy Latimer doit également subir une autre intervention pour régler un problème de hanche disloqué. Le 24 octobre 1993, alors que ses 3 autres enfants de sa femme sont partis à l'église, Robert immobilise Tracy à l'avant de son camion et relie un tuyau du pot d'échappement à la fenêtre du véhicule. Il laisse le moteur tourner. Tracy meurt des suites d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Le père replace ensuite Tracy dans son lit pour faire croire qu'elle est décédée dans son sommeil. Mais après l'autopsie, les autorités découvrent la vérité. Latimer avoue avoir mis fin aux souffrances de sa fille, mais refuse de dire qui l'a assassinée. Pour lui, ce n'est pas un meurtre, mais un acte de compassion. Je croyais que ce serait mieux si je mettais fin à ses souffrances. Honnêtement, je ne crois pas avoir commis de crime. Après 5 heures de délibération et après avoir demandé à 2 reprises au magistrat la différence entre un meurtre prémédité et un meurtre non prémédité, les jurés ont conclu que Latimer n'avait pas planifié son geste longtemps à l'avance. Le juge Ross Wimmer condamne Robert Latimer à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. La femme de Latimer Laura fond en larmes à l'annonce du verdict qu'elle trouve injuste. Randy Kirkham, le procureur de la couronne, se dit soulagé. Pour lui, une personne ne peut disposer à son gré de la vie d'un autre. C'est pas à personne de décider quand tu meurs. L'avocat de la défense exprime sa déception quant au fait que les jurés n'ont pas retenu la thèse du suicide assisté. Prémédité, les jurés ont conclu que Latimer n'avait pas planifié son geste longtemps à l'avance.
Le juge Ross Wimmer condamne Robert Latimer à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. La femme de Latimer Laura fond en larmes à l'annonce du verdict qu'elle trouve injuste. Randy Kirkham, le procureur de la couronne, se dit soulagé. Pour lui, une personne ne peut disposer à son gré de la vie d'un autre. C'est pas à personne de décider quand tu meurs. L'avocat de la défense exprime sa déception quant au fait que les jurés n'ont pas retenu la thèse du suicide assisté. Moi, ma chum de fille a fait le suicide assisté, ça fait pas longtemps, puis moi, je pense que ça, c'est la décision de la personne, mais pas la décision du parent. C'est ça qu'il y a. Elle avait 47 ans, pas la petite fille. Quand la justice des hommes est plus tolérante que celle des tribunaux, en attendant le résultat de l'appel, Robert Latimer obtient la permission de retourner à Wilkie, en Saskatchewan, où il demeure. Le journaliste Benoît Glacion se rend dans le village de Wilkie, son reportage diffuseur. Plusieurs habitants de la communauté trouvent la sentence trop sévère. Des voisins organisent un fonds spécial pour assumer les frais d'avocat. D'autres font circuler les pétitions pour demander au gouvernement d'accord ou pardon à Robert. C'est le cas des Woodrow, dont la ville travaille à la ferme des Latimer.